Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, ce lundi, on célébrait la journée internationale des droits des femmes. À l'origine de cette journée, les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes au début du XXe siècle. La BCEAO maintient son taux directeur à 2%, son plus faible niveau jamais atteint. La décision de la BCE à ce chiffre a été prise en juin 2020 pour atténuer les effets négatifs de la pandémie de coronavirus sur les économies des pays membres de l'UMOA. Et puis, 70 000 hectares de terre au profit des paysans nigériens. Un projet porté par l'initiative Millennium Challenge Account qui entend ainsi aider les communautés rurales à parvenir à une autosuffisance alimentaire. Mais tout d'abord, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été inculpé ce lundi 8 mars et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction Samba Sall dans l'affaire de viol dont l'accuse l'employé d'un établissement de massage. Une affaire différente de celle pour laquelle il avait été arrêté le 3 mars. Son arrestation mercredi dernier pour trouble à l'ordre public a entraîné de nombreuses manifestations émaillées de violences et de pillages à Dakar et dans d'autres villes du Sénégal. Au moins plus de 5 personnes sont décédées au cours de ces différents incidents. L'issue de cette comparution devant le juge a été envisagée comme un facteur important pour la suite des événements. En effet, la situation de tension dans laquelle le Sénégal est plongé depuis quelques jours n'a pas encore vraiment été désamorcée. Le mouvement de défense de la démocratie regroupant le parti d'Ousmane Sonko, des partis d'opposition et des éléments de la société civile a notamment appelé à manifester pendant 3 jours à compter de lundi 8 mars. La journée internationale des femmes célébrée à travers le monde le 8 mars est depuis plus d'un siècle symbole de lutte et revendication pour le droit des femmes contre le sexisme et les inégalités face aux hommes. Au fil des années, même si on note des améliorations concernant la condition de la femme sur le continent africain, beaucoup est encore à faire. Écoutons à ce propos la journaliste camerounaise Karine Orio. Cette journée nous permet de souligner les points qui sont positifs, mais également de voir qu'il y a encore beaucoup d'avancées à faire. Les points positifs, c'est que notamment au Rwanda, on l'a vu, par la volonté politique, on assiste effectivement à une représentativité dans l'espace politique avec, notamment à l'Assemblée nationale, une vraie parité. Cependant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que déjà les lois ne font déjà de la discrimination parce que ce n'est que depuis, notamment au Cameroun depuis 1981, qu'une femme peut travailler sans demander l'autorisation de son mari. Au Swaziland, par exemple, pour voyager, une femme mariée doit demander également l'autorisation de son mari. Une avancée qui fait quand même plaisir au Gabon avec la nomination de la première ministre, chef du gouvernement. Ça fait plaisir et ça montre aussi aux jeunes filles qu'il peut y avoir des rôles modèles et ça inspire, mais il faut également plus de femmes dans le domaine scientifique. À l'instar de toutes les banques centrales du monde, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest adopte depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19 une politique monétaire ultra accommodante. Cette dernière est destinée à garantir le financement de l'activité économique en dépit des mesures restrictives prises par les États membres pour freiner la propagation du virus. C'est pour poursuivre cet objectif que la BCEAO a décidé de maintenir cette année son taux directeur à 2%. Aïssa Toubari. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appel d'offres, d'injection de liquidités à 2%, ainsi que le taux d'intérêt de guichet de prêt marginal à 4% en vigueur depuis le 24 juin 2020. Une décision prise suite à la première réunion ordinaire du comité de politique monétaire tenue au titre de l'année 2021. On est dans une phase où en 2021-2022, la Banque centrale estime qu'on peut avoir une croissance de plus de 5%. Il ne faut pas tuer cette croissance, au contraire, il faut l'accompagner, rendre l'argent disponible. Le fait qu'elle maintienne ses taux d'intérêt
à 2%, c'est juste pour donner un signal aux différents investisseurs institutionnels, aux différents acteurs économiques et qu'il y a une reprise. On est en train de voir le bout du tunnel et que les perspectives semblent être bonnes pour l'Afrique en général et l'UEMOA en particulier. Le coefficient de réserve obligatoire applicable aux banques de l'Union demeure également inchangé à 3,0%. Dans les mois à venir, la BCEAO continuera à mettre en œuvre une politique monétaire assurant la stabilité des prix tout en soutenant le retour à une croissance forte. Il est clair que depuis le début de la pandémie, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a joué un rôle très important en rendant le crédit pas cher, déjà d'une part, en permettant aux États de pouvoir mettre en place des politiques monétaires et budgétaires extrêmement fortes, pour ne pas dire déficitaires, et pour pouvoir soutenir le peu d'économie qu'on était capable de soutenir. Examinant la conjoncture interne, le comité a relevé que la reprise de l'activité économique dans l'UEMOA s'est accélérée au 4e trimestre 2020, avec une hausse de 1,3% du PIB par rapport à la même période en 2019. Les pays de l'Union escomptent une reprise en 2021 étable sur une croissance de 5,8%. Le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé ce lundi 8 mars à la signature de 2 décrets nommant respectivement le ministre d'État Patrick Hachi et le ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara, Premier ministre et ministre de la Défense par intérim. Ces intérims interviennent alors que le Premier ministre Ahmed Bakayoko est en France depuis le 18 février dernier pour des raisons de santé. En tant que Premier ministre et chef du gouvernement, il assure la fonction de ministre de la Défense. Un communiqué de la présidence en fin de semaine dernière avait annoncé la prolongation de son hospitalisation. Quel bilan faire du PASA, le projet d'appui au secteur agricole togolais lancé en 2011? L'initiative arrivée à terme en 2020 semble avoir eu les effets escomptés. Selon les chiffres officiels, une augmentation de plus de 35% du revenu des producteurs du secteur agricole sur cette période a été observée. Amenedji. Le projet d'appui au secteur agricole lancé en 2011 au Togo avec le soutien de la Banque mondiale est arrivé à terme en 2020. Ayant touché près de 300 000 acteurs agricoles selon les chiffres officiels, il a donné un coup de pouce aux principales filières d'exportation que sont le café, le cacao et le coton, boostant le volume de production de 10 843 tonnes en 2011 à 213 165 tonnes en 2020. Lorsqu'on prend spécifiquement le cas du coton, il y a eu de véritables soucis s'agissant de la gouvernance de ce secteur et aussi des soucis par rapport au niveau du prix international puisque le Togo reste relativement un petit pays et qui ne peut pas influencer le niveau de prix mondial. Les actions de structuration et de financement menées par le programme ont permis de faire passer la production de cacao de 6 126 tonnes en 2011 à 14 264 tonnes en 2020. Outre ces performances enregistrées, la qualité des productions a connu une nette amélioration. Les acteurs ont bénéficié de formations et de renforcement de capacités, ce qui a abouti à une augmentation de plus de 35% du revenu des producteurs. Les appuis que le gouvernement togolais a eu de part avec les institutions internationales, notamment la Banque mondiale, ont permis quand même de relancer ces filières-là et les résultats les plus probants concernent évidemment la filière de coton et qui reste quand même une filière qui contribue beaucoup aux exportations du pays. Après l'exécution du projet d'appui au secteur agricole, les perspectives pour les différents acteurs se concentrent désormais sur la promotion de la transformation locale pour le café et le cacao et sur une production quantitative et qualitative pour le coton. La douane tunisienne devrait prochainement disposer d'un nouveau système informatique intégré. Le système actuel comporte plusieurs défauts qui ralentissent tout le secteur. Avec le nouveau dispositif, l'objectif est d'automatiser notamment toutes les procédures douanières et réduire les délais de traitement des demandes et des déclarations. Marine Tolo. En Tunisie, le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Appui à l'investissement, Ali Kouli, a annoncé le 27 février 2021 que la douane tunisienne sera bientôt dotée d'un nouveau système informatique intégré. D'après le ministre Ali Kouli, ce nouveau système d'information vise à automatiser toutes les procédures douanières, à réduire les délais de traitement des demandes et des déclarations douanières, à assurer le suivi de toutes les opérations douanières et à établir les statistiques et les données relatives aux recettes douanières d'une manière instantanée.
ce qui est en train de se passer en Tunisie s'inscrit dans la vague de mise à niveau, de renouvellement de toutes les plateformes informatiques chargées de gérer toutes les opérations du commerce extérieur. Alors, quand un tel système est défaillant, vous voyez très bien que en matière d'exportation, vous avez une franchise de 11 jours et en matière d'importation, une franchise de 7 jours et en matière d'exportation, une franchise de 11 jours. Ça veut dire quoi en termes simples? C'est-à-dire que lorsque vos marchandises arrivent ici, si vous ne les avez pas dédouanées au bout de 11 jours maintenant, l'armateur, celui qui vous a donné la possibilité de transporter votre marchandise, va demander que vous payiez ce qu'on appelle les surestaries, c'est-à-dire le surcoût, parce qu'il va stationner là à attendre que vous puissiez dédouaner votre marchandise. La douane tunisienne alimente le budget de l'État tunisien en moyenne avec 25% de l'ensemble des recettes fiscales. Bien que la Tunisie ait libéralisé son régime d'importation dans le cadre de ses négociations avec l'Organisation mondiale du commerce, environ 3% des marchandises nécessite toujours une licence d'importation délivrée 12 mois après la demande. Ce qui est en train de se passer en Tunisie aujourd'hui ira dans le sens de fiabiliser ce nouveau système d'information mis en place qui va répondre dans les délais à toutes les requêtes d'information qu'on va lui envoyer, qui dans les délais également, des délais très rapides, va facilement restituer des rapports qu'on aurait aimé avoir par exemple sur le commerce intérieur, sur le commerce du pays avec tel pays, sur le commerce de la Tunisie avec telle sous-région, de sorte que il ne serait plus possible d'imputer à un opérateur de quelconque frais inutiles. Notons que ce nouveau système d'information intégré de la douane est financé par un prêt de la Banque mondiale dans le cadre du 3e programme de développement des exportations. Le contrat de financement relatif à l'acquisition, à l'installation et à la mise en exploitation de ce nouveau système a quant à lui été signé le 26 février 2021. Par ailleurs, les autorités précisent que ce nouveau système répond aux standards internationaux relatifs au commerce extérieur et aux normes technologiques internationales. Au Niger, l'initiative Millennium Challenge Account apporte son soutien aux communautés rurales. Celles-ci vont bientôt obtenir 70 000 hectares de terres dégradées, des parcelles de terre qui donneront la possibilité aux paysans d'acquérir une autosuffisance alimentaire et de réduire le niveau de pauvreté. Joël Ballot. Dans l'objectif d'accroître la productivité agricole, le programme Millennium Challenge Account Niger va octroyer 70 000 hectares de terres dégradées aux communautés rurales. Grâce à cette opération, des dizaines de projets axés sur la préservation et la restauration de l'environnement vont voir le jour. La restauration ou la récupération des terres dégradées et leur cession aux communautés rurales du Niger dans le cadre de l'initiative Millennium Challenge Account dans un contexte de gestion durable des ressources naturelles pour l'agriculture et d'adaptation de cette agriculture au changement climatique pourra permettre, entre autres, un ralentissement du processus de désertification, une augmentation des terres arables disponibles, une baisse de la pression sur les terres agricoles déjà insuffisantes. À travers ce programme, les populations rurales vont pouvoir développer la production agricole résiliente au climat et bénéficier d'infrastructures d'irrigation. Une opération qui à long terme va permettre d'aider les entrepreneurs locaux à rentabiliser leurs produits et aux paysans d'améliorer leurs revenus, car nombreuses sont les familles dépendantes de l'agriculture et de l'élevage. Un encadrement et un accompagnement strict des agriculteurs ou des communautés seront nécessaires pour une maîtrise par ces derniers des mécanismes, moyens et techniques qui favoriseront leur autonomisation en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, sans oublier la préservation de l'environnement. Pour rappel, le Compact Niger du Millennium Challenge Corporation est un appui du gouvernement fédéral des États-Unis financé à hauteur de 437 millions de dollars. Grâce à ce programme, plusieurs pays africains faisant preuve d'une gouvernance équitable et d'un apport au développement humain continuent d'en bénéficier. Également dans l'actualité, la Guinée équatoriale est en deuil. Au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 600 blessés. Un camp militaire et des quartiers environnants de Bata, la capitale économique. 4 puissantes déflagrations ont littéralement rasé des bâtiments de ce camp et d'innombrables maisons aux alentours. Selon une publication du ministère de la Santé sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants des quartiers environnants doivent encore se trouver sous les décombres de leurs maisons ou immeubles
civile. Les recherches sont toujours en cours. Un accident dû à la négligence de l'unité chargée de garder les explosifs, la dynamite et les munitions est à l'origine de cette tragédie, selon un communiqué du chef de l'État lu à la télévision nationale. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.